C'est ce que nous aimerions raconter maintenant, c'est comment il était difficile à l'époque, par l'intermédiaire des mass-médias, par l'intermédiaire des images et des sons qui peuvent toucher de grandes masses, de faire un effort de compréhension. Il a toujours été difficile pour les Algériens de comprendre pourquoi il n'y a pas eu, pendant la guerre d'Algérie, une seule image, un seul film français contre la guerre d'Algérie. Mais il faut qu'ils sachent aussi qu'il n'y a pas eu, pendant que la guerre d'Indochine était une guerre française, une guerre menée par des troupes françaises, il n'y a pas eu non plus un seul film contre la guerre d'Algérie, contre la guerre d'Indochine. Et je crois qu'il n'y a pas eu non plus contre la répression à Madagascar un seul film de fait en France. Il n'y a pas eu de film fait contre le colonialisme, ou très peu. Et je crois que tous ces problèmes-là sont des problèmes qu'il convient peut-être aujourd'hui de réexaminer ensemble, essayer de voir pourquoi ces images-là n'ont pas existé. Septembre 1960, la guerre d'Algérie a 6 ans et va durer encore 2 ans. Michel Manceau, journaliste à l'Express, interview 10 grands cinéastes de l'époque. Si la censure n'existait pas, est-ce que vous auriez envie de tourner un film sur la guerre d'Algérie? Sur les 10, 2 ne sont pas intéressés. René Clair, parce qu'il ne fait que des comédies, et François Truffaut, parce qu'il ne saurait pas dire de quel côté est la vérité. Les 8 autres ont eu des projets. Alain Resnais a préparé avec Anne-Marie de Vilaine un film sur l'éclatement d'un couple par suite d'une prise de conscience dont la guerre d'Algérie est la cause. Ce film ne se fera pas. Jean Valère souhaite faire un film dont le but serait la réconciliation, non pas l'espoir de Malraux, mais la grande illusion de Renoir. Le film ne se tournera pas. Pierre Castres montrerait les changements que produit à l'intérieur d'une famille française ce problème politique, social et moral qu'est la guerre d'Algérie. Ce film ne se fera pas. Henri-Georges Clouzot avait déjà envie de faire un film sur la guerre d'Indochine. Bien qu'il pense qu'il soit difficile d'établir un scénario qui plaise à l'armée et aux Algériens, il éclairerait toutes les vérités, il croiserait toutes les lignes. Ce serait, dit-il, un film très public en France, parce que c'est le sujet le plus important et qu'il concerne tous les Français. Quand le problème sera internationalisé, ce sera même un film très exploitable à l'étranger, et il n'y a donc pas de problème de financement. Ce film non plus ne se fera pas. Donc de beaux projets, mais pas un film. Et c'est un historien du cinéma français, Georges Sadoul, qui en tirait la conclusion. On peut faire de grands discours sur la liberté d'expression, mais on ne peut pas, en France, faire un film contre la vie des banques. Et la guerre d'Algérie était aussi une affaire de banquiers. Pour eux, visiblement, ces images sur une guerre qui dissimulait son visage sous forme d'opération de maintien de l'ordre étaient indésirables. Et c'est Mohamed Yazid, ministre de l'Information du GPRA, qui nous explique le danger que représentaient de telles images. Elles sont dangereuses pour l'agresseur. Elles sont dangereuses pour l'occupant. Elles sont dangereuses pour l'exploiteur. À un moment où on présentait la guerre d'Algérie comme une petite insurrection qui avait provoqué la nécessité de mesures de rétablissement d'ordre, les premières images qui ont montré des groupes armés au sein d'une population qui les soutient, eh bien lorsque ces premiers films ont paru en France en passant par les télévisions de pays européens ou d'Amérique, et ces films ont eu de très grands effets, ont fait aider à la prise de conscience du peuple français. Combien t'es grand, combien t'es généreux, la Il y a un gars qui travaillait pour une agence américaine d'images, pour la Fox Movietone, et c'était un Français qui travaillait donc en tant qu'opérateur d'actualité en Algérie, et il a filmé un jour des soldats français
qui descendaient les uns après les autres, des Algériens, en leur tirant dans le dos. L'image est passée dans les actualités aux États-Unis, il y a eu un énorme scandale et ce gars a été expulsé d'Algérie et est venu me trouver en France, c'était fin 55, et j'étais secrétaire du syndicat des techniciens du cinéma. Il est venu me trouver et il m'a dit, voilà, on me poursuit, on veut me poursuivre parce qu'on m'accuse d'avoir payé des soldats français pour qu'ils descendent des Algériens devant ma caméra. Or, j'ai payé personne, j'ai filmé des choses qui se passaient, mais pour couvrir ça, pour justifier le geste des soldats, on essaie de faire croire que moi je les ai payés pour qu'ils descendent des gars et on veut me poursuivre pour ça. Et je dis, moi je voudrais bien voir l'image avant d'engager le syndicat dans une lutte comme ça, j'aimerais bien voir ce que c'est que ces images. Et il m'a dit, on ne peut pas les voir parce qu'elles sont interdites en France, mais l'ambassadeur de France aux États-Unis les a achetées et a expédié une bobine qui se trouve à l'heure actuelle à la cinémathèque de la télévision française, rue Cognac-G. Alors je me suis dit, autant sortir un petit peu de la légalité, et j'ai fait voler pour une nuit les documents qui se trouvaient à la cinémathèque de la télévision française. Je les ai fait contre-typer par des copains au laboratoire et on les a remis juste à temps le lendemain matin dans les bureaux de la télévision. Mais on avait donc les documents, je les ai regardés quand ils ont été développés, et puis j'ai téléphoné au gars en disant, mais c'est vrai, tu savais qu'ils allaient tuer les Algériens, ça se voit dans l'image par la façon dont tu t'es placé avec ta caméra, tu savais qu'ils allaient tirer dedans. Il dit, oui, bien sûr, je savais, mais je ne les avais pas payés pour ça. Ils en avaient déjà tué une dizaine avant de cette façon-là. Donc je savais comment ils allaient faire. Et je dis, mais tu as laissé faire? Je dis, mais moi, je n'étais pas là pour empêcher, j'étais là pour faire des images. Alors l'histoire que je voudrais vous raconter maintenant, et qui est aussi symptomatique, c'est l'histoire d'un cinéaste qui est parti au service cinéma des armées françaises, et un cinéaste français qui est devenu très très connu maintenant, mais qui n'a jamais fait que de la comédie. Et pourtant, au départ, quand il voulait faire l'Institut des hautes études cinématographiques ou l'école de la rue de Vaugirard, enfin apprendre à être cinéaste, il voulait que ses films servent à faire comprendre un certain nombre de choses, il voulait faire du cinéma de compréhension mutuelle. Et quand il est parti pour la guerre d'Algérie, comme rappelé, il s'est dit, je vais faire des films qui montreront ce qui se passe là-bas. Il n'était pas du tout contre la présence française, c'était une grande famille, un petit peu de droite, un peu très pour en fait la présence française qui était pour lui une présence de la civilisation en Algérie, quoi. Et il est parti en s'arrangeant avec une amie à lui, et en disant à cet ami, je vais t'envoyer les bobines que je tournerai, et on fera un montage après sur la vérité sur la guerre d'Algérie. Et il est parti, donc il s'est retrouvé en Algérie, envoyé en opération avec des légionnaires et des paras dans l'Est constantinois, et il a filmé vraiment des choses qui l'ont sidéré, des tortures, des villages qu'on brûlait, des exactions, des viols, Et puis il a expédié toutes ces bobines en France en disant, il faut que je me taise et que je continue mon film, et après je dirai la vérité là-dessus. Et un jour, il se retrouve à Annaba avec des copains à lui, avec d'autres militaires, parlant de la présence française, de la guerre de pacification, de la nécessité de maintenir la présence française en Algérie. Et puis ils ont bu pas mal. Et lui, à un moment donné, a dit, moi je craque, j'en peux plus, tout ce que vous racontez c'est du baratin, c'est pas vrai, ce qui se passe dans la réalité de cette guerre, c'est que les soldats français sont en train d'y perdre leur âme, parce que c'est les viols, c'est les tortures, j'ai vu tout ça, j'ai filmé tout ça, et puis il en a trop dit, et il a finalement été arrêté par la sécurité militaire. On l'a transféré pour l'emprisonner sur Constantine. Et là, il est tombé sur un commandant qui connaissait bien sa famille, qui l'a fait venir, qui l'a interrogé, qui lui a demandé ce qui s'était passé. Alors, il a tout raconté au commandant. Et le commandant lui a dit, bon, je vais voir ce que je peux faire pour toi. Il l'a laissé dans son bureau. Et pendant qu'il était dans le bureau du commandant, il a eu la trouille. Et il a sauté par la fenêtre. Et il s'est arrangé pour rentrer sur Alger.
Et là, il a appris que les légionnaires qu'il avait filmés demandaient qu'il revienne. Il a pensé que c'était pour le liquider pendant une autre opération, pour se venger de lui dans une certaine mesure, pour cacher ce qu'il avait filmé. Et il a pensé que la seule solution, c'était de reprendre contact avec la direction du service cinéma des armées et de dire, voilà, si je disparais, toute la pellicule que j'ai tournée sera développée en France et sera mise à la disposition des télévisions étrangères. Maintenant, si vous me réformez et si vous me laissez rentrer en France, moi je m'engage à vous réexpédier toute la pellicule sans la faire développer. Alors, il a téléphoné cette proposition à son ami en France, qui lui a dit, mais enfin, tu ne veux plus faire du cinéma, qu'est-ce que c'est que ça? Tu dois avoir des documents très intéressants là-dedans. Et le gars a dit, ouais, mais c'est ma peau contre les documents, et moi, je préfère ma peau. Et puis, ça a marché. Le colonel, commandant le SCA, a obtenu sa réforme, et il est rentré en France, et depuis, il n'a plus fait que du cinéma comique. C'est-à-dire qu'il n'a jamais essayé c'est devenu un grand réalisateur de films comiques qui tourne avec Belmondo, avec, ça peut être un jeu de chercher son nom, c'est pas moi qui le dirai là. Mais il a renoncé à se servir du cinéma pour essayer d'exprimer quelque chose de réel. Il fait du cinéma de distraction maintenant parce qu'il a compris que faire autre chose, c'était quelquefois trop risqué, quoi. Voilà. C'est là qu'il faut souligner le rôle d'un Vautier ou d'un Clément dans, disons, la création de l'esprit, reportage politique, cinéma témoin de la lutte d'un peuple. Les pouvoirs constitués en France, en particulier du temps du colonialisme, se sont opposés à ce que les gens des pays colonisés puissent avoir accès à l'image, puissent avoir accès à l'expression. On a formé quelques ingénieurs, quelques médecins parce qu'on avait besoin de courroies de transmission, parce qu'on avait besoin de maintenir les gens un petit peu dans un état de santé qui leur permettait de travailler pour le service des grandes compagnies coloniales, mais on s'est toujours acharné à l'échelon gouvernemental à interdire l'accès à l'expression à tous les colonisés. Et on s'est trouvé au moment de la guerre d'Algérie, au moment, après le 1er novembre 1954, devant une situation assez curieuse, c'est qu'il n'y avait pratiquement pas un Algérien qui était formé dans une école française de cinéma pour pouvoir exprimer la réalité de la lutte algérienne. Alors il fallait à ce moment-là peut-être, enfin c'est ce que j'ai pensé moi toujours, qu'il était nécessaire d'essayer d'exprimer ce qu'eux-mêmes ne pouvaient pas exprimer, de se mettre non pas à leur disposition, mais à leur côté pour essayer de faire comprendre pourquoi ils se battaient. Et c'est à ce moment-là que j'ai tourné avec Jean Lotz, avec Sylvie Blanc, avec Éric Pluet. On a tourné un petit film qui s'appelait Une nation, l'Algérie. C'était un film pratiquement uniquement de montage de documents qui essayait de montrer que l'Algérie avait existé en tant que nation et qu'elle réexisterait en tant que nation. Et c'était en 1955 et j'ai eu le malheur de dire dans le commentaire de ce film l'Algérie sera de toute façon indépendante. Et j'ai été poursuivi pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État parce que l'Algérie c'était la France, c'était des départements français et dire que des départements français allaient devenir indépendants, c'était aux yeux du pouvoir de l'époque porter atteinte à l'intégrité du territoire. Et les services de l'intérieur ont lancé un mandat d'amener contre moi au nom du ministre de l'Intérieur de l'époque, qui était d'ailleurs François Mitterrand. Et du coup, j'ai réfléchi, et puis je me suis dit, je ne vais pas m'arrêter en chemin, je vais, plutôt que d'aller en prison, je vais rejoindre l'Algérie et essayer de filmer réellement ce qui se passe là-bas. Et puis je suis parti, donc j'ai quitté la France au moment des pouvoirs spéciaux, puis je suis passé au maquis grâce à un gars qui s'appelait Chérif Zenadi. Et nous avions discuté. D'abord, je lui avais posé en toute honnêteté les raisons qui l'ont amené à choisir l'Algérie, de se mettre du côté des Algériens alors qu'il était français. M. René m'avait répondu que d'abord,
les combats, le combat que mène la France en Algérie n'est pas le combat de la France. Et que l'Algérie est algérienne et que de toute manière, un jour ou l'autre, elle restera algérienne. Et que c'était que lui, dans tout ce qu'il a entrepris, selon ses idées, était anticolonialiste. Et que lui n'était pas du côté du colonialisme. Et qu'il y avait également le fait que, en risquant sa vie bien sûr, parce que à l'époque, les combats, surtout dans notre région, qui est une région frontalière, une région d'acheminement, et également une région où la ligne Maurice avait commencé à s'implanter, donc il avait de très gros risques, il savait qu'il risquait gros, donc c'est cette base, M. Vautier et nous-mêmes avions convenu que nous allions rentrer, et c'est comme ça qu'il était venu avec nous. C'était les débuts de l'aventure du cinéma sur la lutte armée en Algérie, au service d'une meilleure compréhension du peuple algérien dans sa lutte. Des Junouds qui ne comprennent pas très bien pourquoi il y avait un Français qui était là avec eux, et il demandait à Salah Soufi, mais واش يعمل معنا هو française ou là là. Alors Salah Soufi répondait française ou française, هو breton. Et les autres lui disaient, mais breton, واش هذا breton. Et il disait كم شاوي نتا فرنسا. À partir de ce moment-là, j'étais absolument admis par les Chaouis de la Wilaya 1, il n'y avait aucun problème. Alors il y a eu des problèmes qui se sont posés surtout après que j'avais été avec Chérif tourner les premiers plans. Quand on les a ramenés, c'est là que j'ai rencontré Aban Ramdan. Et les problèmes étaient que moi je ne tenais pas du tout à devenir algérien, je n'étais pas pour l'assimilation des Algériens aux Français, mais je n'étais pas non plus pour assimiler le breton que j'étais au peuple algérien en lutte. C'était deux luttes parallèles. En plus j'étais communiste et ça posait peut-être quelques problèmes vis-à-vis du FLN à l'époque. Et on a essayé de résoudre ces problèmes avec Aban Ramdan, et finalement on est arrivé à conclure une sorte d'accord tous les deux. Et puis je suis reparti au Maquis, tourner là-bas les images qui sont devenues après les images d'Algérie en flammes. الجزائر أرض أحرقتها الدماء وروتها الدموع. Le but était bien sûr de montrer l'Algérie telle qu'elle était réellement, une Algérie en flammes et bien loin de la pacification. قوس قزح رمز النور والحرية. في سبيل الكرامة الإنسانية وفي سبيل تحرير وطنه المدمر يجاهد الشعب الجزائري مع جيش التحرير الوطني منذ أول نوفمبر 1954 ضد الغاصبين. Une Algérie au sein de laquelle pratiquement toutes les forces populaires se ralliaient à ceux qui avaient pris les armes et montraient aussi les actions de guerre qui ne sauraient cesser que par l'indépendance. Alors, les actions de guerre, si je voulais qu'elles soient vues, il fallait bien que je les filme. ويلحق بها خسائر عظيمة. لحظات توتر عظيم واستعداد. مرة أخرى تسفر المعركة عن نجاح باهر وتعود الفرقة إلى مركز الكتيبة في الجبال.
Montrer aussi la vie réelle dans les montagnes, dans le maquis, de ceux que la propagande officielle présentait comme des bandes de coupeurs de route, des félagas, des bandits de grand chemin. Montrer la diversité d'origine. Un étudiant, un paysan,